à tous les quatre. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors, ce débat, il est né de l'idée d'un comité de rédaction qu'on a eu à Regard en début de semaine, où on s'est dit qu'il était grand temps, qu'on avait un besoin de dialoguer, de comprendre, d'interroger aussi la période que l'on traverse sur ce que peut la gauche, sur ce que doit la gauche, sur ce qu'a bien fait la gauche ou pas fait la gauche, sur ce qu'a pensé la gauche ou ce que ne pense pas la gauche pendant la crise sanitaire qu'on a traversée. Et sur les conséquences aussi de cette crise et les propositions que l'on a pu entendre un peu à droite et à gauche, enfin surtout à gauche en l'occurrence, mais pas que, puisqu'on interrogera aussi cette gauche à l'aune des grandes mobilisations que traverse le pays, notamment sur l'antiracisme ou encore les violences policières. Un débat autour de 4-5 thèmes, allez, un débat d'1 heure, avec Laurence Decoq. Laurence, tu es historienne, enseignante, spécialiste des questions pédagogiques et didactiques. Tu as notamment publié École aux éditions Anna Mosa. Et tu viens de publier avec Mathilde Larère, qu'on salue, Manifestation, le métro des militants et des militantes. C'est l'anti-métronome. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté et c'est passionnant. Eric, alors Eric, toi tu es avec nous, mais de par la visio, ce qu'on a découvert pendant la période du confinement. Tu es sociologue, professeur à l'université de Paris 8. Tu es l'auteur de nombreux essais sur la question du genre, mais aussi sur la gauche ou plus encore récemment sur le populisme. Tu as notamment signé Populisme, le grand ressentiment aux éditions textuelles. Thomas Brantôme, aussi autour de la table, tu es historien du droit et des idées politiques. Tu es un fervent défenseur de l'idéal républicain. On va y revenir aussi pendant le débat. Tu es membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau, pour lequel tu viens de produire un article très intéressant, Retour sur le retour de l'État, et c'est à lire sur le site de l'Institut Rousseau. Catherine Tricot, tu es architecte et urbaniste. Tu diriges les éditions Regard. Et tu es aussi éditorialiste sur BFM. Tu viens de coordonner aussi un ouvrage pour la revue Regard, une réflexion sur la crise que l'on traverse. Ça s'appelle « Dessine-moi un pangolin » et ça sera disponible début septembre. Mais plutôt pour les abonnés de Regard ou ceux qui s'abonnent dès maintenant à Regard pourront recevoir le nouveau numéro et le livre en avant-première début septembre. Je commence avec une première question, un petit peu provocatrice. Elle était où la gauche pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, pendant que l'on perdait nos libertés ? Elle n'avait pas de masques à réclamer. Elle n'avait, que des masques à réclamer. C'était ça, le combat, exiger des masques, Catherine Tricot. Je pense qu'elle a été un peu surprise, déjà, on va dire. Je pense qu'il y a quand même eu un effet de sidération qui a été massif. Peut-être qu'elle aurait pu s'en douter que ça pouvait arriver, parce que malgré tout, les alertes OMS, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas cru à ce qui était en train de se passer. L'OMS avait annoncé, les Chinois et l'OMS dans la foulée avaient annoncé dès le mois de janvier qu'une pandémie se profilait, et on a continué en pensant que ça ne nous concernerait pas. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on a cru nous aussi aux frontières, on a cru que c'était chez les autres, que c'était loin, que l'Italie, c'était la Dolce Vita, et que donc c'était parce qu'ils n'étaient pas sérieux, mais que nous, on avait une administration solide, un État solide, et que tout ça, ça allait très bien se passer. On avait un peu des doutes sur les hôpitaux, parce qu'on savait que c'était quand même pas terrible. Donc moi, ce que je pense, c'est que la gauche, elle a été prise au dépourvu, et qu'elle a fait un tout petit peu de la gauche as usual, c'est-à-dire qu'elle a fait de l'opposition pour s'opposer, mais qu'elle n'avait pas énormément de points de vue sur ce qui était en train de se passer, donc elle n'a pas très bien compris l'affaire des masques. Il a fallu quand même attendre que Mediapart et Le Monde éclaircissent le sujet et montrent la défaillance d'une administration qui fonctionne à coups de règles totalement désuètes et obsolètes. Et elle a fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire qu'elle a revendiqué des choses sur le terrain strictement du social. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'il fallait des masques, puis après qu'il fallait que les masques soient gratuits, et pas tellement plus que ça, alors que je pense qu'il y avait des questions très fondamentales qui étaient en train de se jouer, les relations aux différents âges de la vie. Je pense que le fait qu'on ait confiné les anciens, qu'on ait fermé les EHPAD, c'était un délire absolu et qu'on ne s'en est pas occupé. Je pense que ce qui s'est passé à l'école est extrêmement grave et qu'on ne l'a pas bien vu, y compris d'ailleurs on a parfois surenchéri en disant qu'il ne fallait pas revenir à l'école au lieu de se préoccuper de comment faire pour réouvrir les écoles. Enfin, moi je pense que la gauche elle est repartie dans sa ligne de nage, c'est-à-dire la question sociale, mais prise au sens le plus étroit du terme, c'est-à-dire simplement la question du coût des choses, et pas comment on fait pour surmonter ensemble. Elle n'a pas tellement critiqué aussi l'infantilisation des Français. Enfin bref, je pense qu'elle a été dans sa faiblesse. Laurence, sur l'école justement, tu dirais que la gauche a eu un discours pendant ce confinement? Je peux déjà dire un truc un peu général aussi sur la question de la gauche. Bon, d'abord, tu l'as dit, c'est un peu provocateur parce que la gauche,
il n'y avait pas de raison qu'elle soit plus présente pendant le confinement que, vu que de toute façon elle est déjà pas très présente en tant que la gauche, hein, donc on pouvait pas non plus attendre d'elle qu'elle soit tout à coup, qu'elle apparaisse comme ça en situation de confinement. Au moins on aurait pu peut-être en profiter pour les confiner tous ensemble, ça aurait peut-être donné une gauche, mais là pour l'instant la gauche elle a été aussi à son image, c'est-à-dire fragmentée, fracturée. Ça c'est la première chose. Maintenant, la gauche, on va dire, du pouvoir, c'est-à-dire pas celle des mouvements sociaux, mais celle qui est au Parlement, celle qui est dans les partis politiques, celle qui est dans la social-démocratie, elle a eu aussi un réflexe, moi je suis assez d'accord avec ce que tu disais, j'ajouterais encore une charge supplémentaire, je dirais. Elle a eu un réflexe qu'a souvent cette gauche, qui est quand même une gauche de pouvoir, c'est ce réflexe de faire union sacrée, autour justement de ceux qui ont le pouvoir, quoi. Donc tout à coup on rentre dans une phase qui est une phase d'extrême gravité et donc il faudrait s'interdire toute critique, et je pense que en fait le temps perdu dont tu parles, qui est réel parce que le confinement a été long, on pourrait faire une chronologie en fait de la réaction des gauches pendant tout le confinement. Mais je dirais qu'au début de ce confinement, le sentiment qu'on a eu, c'est vrai, une gauche prise au dépourvu, mais qui du coup va plutôt du côté de faisons corps contre cette saleté qui nous arrive. Or, en fait, il faut que la gauche perde ce réflexe de faire corps avec le sommet du pouvoir. Il faut que la gauche puisse dire immédiatement, c'est du côté de ceux qui vont le plus morfler qu'il faut qu'on se tourne. Et on n'a rien à attendre de ceux qui vont prendre des décisions. Il n'y a pas de raison pour que les décisions prises en temps de confinement soient plus, pertinentes que toutes celles qui sont prises depuis 2 ans et demi qu'on subit ce gouvernement. Maintenant, la question de l'école, elle est compliquée. Peut-être qu'on y reviendra. Je ne sais plus si tu as une question. Non, j'ai pas de. Non, mais vas-y, alors, je t'en prie sur l'école. Oui, sur la question de l'école, c'était vraiment, pour le coup, je ne dis pas que c'est l'un des domaines qui a été le plus raté par la gauche, mais si, peut-être, en fait, en réalité. Alors, sur la question de l'école, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. D'abord, il y a des enseignants qui sont pris de court eux aussi par une situation et qui ont en face d'eux un ministre qui, outre ces couacs que je ne vais pas rappeler parce que c'est grotesque et on s'en fout, mais qui a un discours sur tout va bien, tout est prêt pour être efficace. La continuité pédagogique, c'est limite si elle n'avait pas déjà été préparée lorsqu'il a été nommé ministre. Donc, on a l'habitude, les enseignants, de ce fossé entre le discours et la réalité, mais là, ça prenait une ampleur qui était complètement dingue, surtout en situation quand même de souffrance, de surprise, de choc. Et du coup, ça crée aussi une sorte de culpabilité permanente chez l'enseignant, qui est, rappelons-le, quand même aussi un parent parfois, qui est aussi un malade parfois, qui est aussi un parent de malade, et qui donc lui-même est confronté à la mort, à tout un tas de choses, à la mort de ses élèves, à l'angoisse vis-à-vis de ses élèves, à l'angoisse vis-à-vis des parents de ses élèves, etc. Et donc qui n'est plus du tout en pleine possession de ses moyens, et qui est confronté à un discours qui lui renvoie le reflet du tout va bien. Donc vraiment, je dirais une fabrique de l'impuissance très très forte, beaucoup plus forte que d'habitude, et qui explique aussi à quel point le malentendu s'est installé en fait entre des profs qui faisaient ce qu'ils pouvaient, un discours politique en roue libre qui racontait n'importe quoi sur ce qui se passait, et des parents qui eux-mêmes ne savaient plus très bien à qui se fier sur cette question-là, quoi. Thomas. Oui, moi je dirais qu'effectivement, premier point, il y a eu l'effet de sidération, et ensuite, pour répondre à votre question, il me semble que la gauche a été dans une situation paradoxale, qu'on pourrait juger en 2 temps. Dans un premier temps, il me semble que, passé l'effet de sidération, la gauche s'est dit, les événements confirment notre analyse du monde. C'est-à-dire que, moi je comparais un petit peu ça à la crise de 1929, soudainement l'idéologie libérale se fracture contre le mur du réel. Et donc on a eu comme ça un alignement de planètes sur la question écologique. Bon bah voilà, la démonstration était faite, la déforestation au niveau des bois, la question des zoonoses, etc. Il y avait ce point écologique qui était indubitable.
Il y avait évidemment la question du libéralisme effréné, qui donnait le sentiment qu'on ne pouvait rien contrôler. Donc là, c'était une nouvelle manifestation. La question des chaînes de valeur démembrées, la question de la mondialisation. Donc, on a vu comme ça les tribunes se succéder, d'ailleurs jusqu'à un moment un peu jusqu'à plus soif, la tribunite aiguë. Et on pourrait rajouter, si on veut préciser, puisqu'effectivement Laurence Decoq disait quelle gauche, on pourrait dire que ceux qui, un moment, ont peut-être été à l'avant-garde justement de la question analytique, c'est ce qu'on appelle la gauche républicaine ou jacobine, parce que en plus de ces éléments qui font consensus à gauche, elle pouvait rajouter en fait, il y a le retour de l'État qui est appelé, État protecteur, État stratège, la question des frontières, la question du contrôle des flux. Il y avait la question des services publics, qui soudainement, même si je dirais pas que c'est l'apanage de la gauche républicaine, mais soudainement les grandes batailles pour les services publics, c'est apparu vraiment in concreto pour tout le monde qu'on avait besoin des services publics qui sont consubstantiels à l'idée républicaine. Et puis, en effet, effectivement, évidemment, les amortisseurs sociaux, puisque le président Emmanuel Macron a utilisé l'État-providence. Et donc, je termine en une seconde. Là où on pourrait dire que dans un premier temps, on avait l'impression que cet alignement des planètes pouvait être favorable à la gauche, en fait, dans un deuxième temps, bizarrement, son discours, en fait, s'est dilué. Et on a l'impression, à mon avis, que, elle n'a pas su donner de débouchés politiques, et deux, je me demande même si elle n'a pas été inaudible face à des problèmes conséquents de la vie quotidienne des citoyens, qui étaient la peur, qui étaient l'inquiétude pour leurs entreprises. Et j'ai l'impression qu'à ces questions-là du quotidien qui n'étaient plus des questions de philosophie politique, là, en fait, par contre, il y a eu un relatif désert dans la réponse de la gauche. Éric, tu es d'accord avec ce qui vient d'être dit justement sur le caractère inaudible peut-être du discours de la gauche qui n'a pas su proposer un autre discours? On pourrait dire que la pandémie, ça a été quelque chose effectivement de particulièrement problématique pour la gauche, puisque c'est d'abord le confinement. Et le confinement, ça veut dire le repli sur l'espace domestique, le repli sur l'espace local, et puis le repli sur l'espace national. Autrement dit, en quelque sorte, c'est une pandémie de droite qui veut couper de l'espace public et qui veut enfermer dans l'espace privé, dans l'espace local, dans l'espace national. Mais face à cela, ce que la gauche n'a pas fait, c'est d'essayer de poser des questions proprement politiques. Parce que, comme d'habitude, et c'est ce qu'on rencontre depuis longtemps avec la question du supposé réalisme, le réalisme, en fait, en France aujourd'hui, politiquement, c'est une manière de dire, c'est la réalité qui nous dicte la politique que nous devons suivre. En réalité, je crois qu'il faut renverser la perspective. Quand on est de gauche, on ne peut pas se permettre de dire que c'est la réalité qui dicte la politique. On est obligé de se dire que la politique, ça doit être la construction d'alternatives. Et en particulier, il faut essayer de réfléchir, ce serait quoi une politique de gauche sur la pandémie? Et je crois que de ce point de vue-là, on a deux repères. On peut invoquer la liberté, et je crois qu'il est très important de se poser des questions de liberté publique et de les poser constamment. Et là, la gauche a un rôle à jouer, et on a bien vu au contraire que ces libertés publiques, elles pouvaient être menacées de multiples manières, y compris dans les manifestations, mais aussi avec la question de l'application. Mais il y a aussi la question de l'égalité. Je crois qu'on pourrait partir tout simplement du fait que, évidemment, le Covid, ça ne touche pas tout le monde de la même manière, ça ne touche pas tout le monde également. On sait bien qu'il y a un territoire, par exemple, que quand on est en Seine-Saint-Denis, on est particulièrement frappé. Donc, je crois que c'est ce qui est manqué, je vais dans le sens de ce qui a déjà été dit, c'est ce qui est manqué quand on essaie de penser en termes d'union nationale. L'union nationale, c'est l'idée que, au fond, il y a des choses qui dépassent la politique. Et c'est aussi l'idée que la politique qu'on va mener, elle ne sera pas politique parce qu'elle sera dictée par la réalité, par donc le supposé réalisme. Je crois que c'est ça l'erreur de la gauche pour réagir à une pandémie de droite. Merci Éric. Thomas Brantôme, justement Éric vient de dire que la politique c'était la construction d'alternatives. On voit bien que la crise a été mondiale, elle est mondiale d'ailleurs, l'ensemble de la classe politique pourtant, majorité comprise, mais gauche comprise aussi, semble vouloir répondre à la crise par le retour au cadre national. Certains parlent de souveraineté, d'autres d'indépendance. Certains l'agrémentent d'une relocalisation de la production, d'autres parlent de protectionnisme solidaire. Est-ce que c'est une réponse de gauche, vraiment ? Oui, là encore, tout passe par la resignification des mots.
On ne va pas se mentir, des mots comme nation ont été lestés au XXe siècle d'un imaginaire extrêmement négatif. Et on a le sentiment que qui dit nation dit nationalisme, dit guerre. Moi, je pense qu'en s'appuyant sur la théorie politique du XIXe siècle, on peut penser la nation contre le nationalisme. D'ailleurs, dans l'idéal, on va dire révolutionnaire de gauche, l'internationalisme dit bien ce que ça dit, c'est-à-dire un rapport entre nations. Alors après, comment on le pense ? Il y a un rapport à la nation hostile aux autres nations, ça c'est la chose qu'il faut combattre, et puis il y a une autre façon de voir l'internationalisme, par exemple dans un livre de Marcel Mauss, un peu oublié, inachevé mais sur la nation, lui il disait on peut penser le rapport entre les nations exactement comme on le pense entre les hommes, c'est-à-dire avec une obligation de solidarité. Donc à partir de ce moment-là, on considère que l'interdépendance entre les nations, l'entraide entre les nations est une obligation en fait, qui va dans l'idéal socialiste. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que je pense qu'il ne faut absolument pas faire de fétichisme des mots, et sur la question des frontières. Évidemment que dans l'idéal, par exemple, marxiste, à la fin des temps, il y a un effondrement de l'État et on peut imaginer un monde entier sans frontières. Pour autant, dans l'instant T d'une crise comme celle que nous avons vécue, il fallait penser quels sont les instruments pour aider très concrètement des gens dont la vie est menacée. Et s'il fallait à un moment faire une fermeture courte, ciblée, à mon avis, c'est un outil politique qu'on pouvait utiliser. À l'inverse, lorsqu'il y a des réfugiés qui ont besoin de venir, là, faire le contraire au nom de l'interdépendance. Je termine sur une chose rapide. La question de la souveraineté, là aussi, c'est exactement le même destin que la nation. Elle a été grevée d'une vision terrible qu'est le souverainisme. Mais la souveraineté, dans l'histoire française, elle est consubstantielle à la Révolution française, elle est consubstantielle à la naissance de la nation, et donc en fait, tout dépend, dans votre question, de qu'est-ce qu'on entend par souveraineté. Si c'est une souveraineté de souverainistes pour qui l'important c'est leur pays, le leur, ethniciste, c'est un mot abject. Si par contre c'est la souveraineté populaire, et donc en fait l'autre mot de la démocratie, donc c'est-à-dire que les gens ont leur propre choix, leur propre capacité de décider sur le politique, je crois que c'est ce que la séquence en fait est en train de demander. Laurence, tu es d'accord avec ce qui vient d'être dit justement sur le caractère de souveraineté populaire qui n'est pas à confondre avec ce que d'autres appelleraient la souveraineté nationale ? La question piège. Moi, je vais un peu botter en touche en fait sur ces enjeux-là parce que je les trouve, compliqués comme ça à formaliser en si peu de temps. C'est-à-dire qu'à la fois, je peux être d'accord avec ce que dit Thomas Brantôme dans la mesure où on est vraiment dans une réflexion sur la resémantisation des mots, sur leur redonner une épaisseur historique, une historicité, et donc faire valoir effectivement que toute confiscation lexicologique, on pourrait dire comme ça, par tel ou tel parti, et en particulier toute droitisation, on va dire, de ces mots-là, mérite effectivement d'être critiquée, d'être déconstruite et de leur redonner du coup la valeur émancipatrice qu'ils ont pu avoir à un certain moment de l'histoire. Moi, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est valable aussi sur l'universalisme, c'est valable, voilà. Maintenant, le danger, évidemment, quand on se cantonne uniquement à ce débat d'idées, là, entre nous, c'est que on a aussi souvent tendance à gommer la question sociale à l'intérieur de tout ça, c'est-à-dire les sociétés, c'est-à-dire les questions de classe, c'est-à-dire comment la question sociale se pose au sens du 19e siècle, hein, c'est-à-dire au fond comment toute cette resémantisation, comment faire pour qu'elle ne vienne pas recouvrir les enjeux de classe. Et en fait, on est exactement dans ce tiraillement quand aujourd'hui on essaie de penser la gauche et surtout de penser une unité de la gauche, c'est qu'on va à peu près tous se mettre d'accord sur les idéaux à défendre, liberté, égalité, etc.
Moi, c'est valable sur l'école, par exemple, sur les inégalités scolaires. Jamais un ministre va dire « Oh, mais moi, je suis pour les inégalités scolaires ». Je veux dire, mais vraiment, c'est les inégalités scolaires, c'est ça l'avenir de l'école. Et je veux absolument qu'il y ait une reproduction rigide des inégalités scolaires. C'est mon modèle de la société. Personne ne dit ça, évidemment. Blanquer ne dit pas ça. Aucun ministre de droite ne dit ça. Ils vont tous dire « Non, il faut lutter contre les inégalités scolaires, etc. » Alors, on va dire « Oh oui, c'est bien, il est bien. Oh, il redécouvre Bourdieu, etc. » Et on voit bien comment les mots, en fait, ne veulent strictement rien dire à partir du moment où ils ne sont pas indexés à des pratiques et à des pensées sociales. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier lorsqu'on est dans un débat d'idées et qu'en plus on a tous nos implicites, on est tous les deux en plus une formation d'historien par exemple, donc on voit à quoi ça réfère. Hein. Mais je pense que c'est un piège parce qu'en réalité on peut aussi à notre corps défendant nourrir des gens qu'on n'a pas forcément envie de soutenir et qui vont saisir notre discours pour valider des politiques qui elles vont être des politiques de négation de la question sociale. Voilà. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu gênée aux entournures lorsqu'on arrive sur ce type de débat, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pour le coup vraiment la question pragmatique, c'est-à-dire concrètement, comment ces idéaux dont nous parlons vont justement remédier à la situation que pointait Eric tout à l'heure sur l'inégalité face au Covid en Seine-Saint-Denis. Comment est-ce que cette question de l'égalité va me permettre de prendre des décisions précises et radicales pour lutter contre la reproduction des inégalités scolaires? Comment tout ce que je dis va concerner les gens avec lesquels j'ai envie de cohabiter justement de manière égalitaire et sous cet immense idéal républicain derrière lequel on met aujourd'hui tout et n'importe quoi. Éric, justement, le retour au cadre national comme réponse politique de gauche à cette crise, ça te paraît conforme aux valeurs de la gauche ? Moi, je trouve que ces débats sont un peu piégés parce que, effectivement, historiquement, la nation, elle a pu être à gauche et ensuite elle a pu être à droite, donc on peut se dire elle pourrait être à gauche de nouveau. Mais je crois qu'en réalité, si on compare par exemple avec la question de l'État, quand on est de gauche, est-ce qu'on est pour ou contre l'État? Ça dépend. Ça dépend de ce que fait l'État, ça dépend de comment on va essayer de définir l'action politique. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit bien, par exemple, que l'État néolibéral, ça n'est pas forcément une valeur de gauche. Donc, je crois que ça n'est pas en soi que la nation, pas plus que l'État, serait de gauche ou de droite, mais on doit réfléchir à chaque fois. Par exemple, qu'est-ce qui se passe en matière de politique européenne sur l'immigration? Oui, là, on a une politique européenne. Donc, on pourrait se dire, ça n'est pas une politique nationale. Pourtant, en même temps, on voit bien que ça finit par déboucher sur un retour des frontières, pas seulement à l'extérieur de l'Europe, c'est-à-dire pour séparer l'Europe du reste du monde, mais aussi des frontières intérieures à l'Europe, par exemple la frontière franco-italienne. Donc, il n'y a pas d'un côté la nation et de l'autre quelque chose qui serait cosmopolite ou supranational, etc. La ruse du néolibéralisme, c'est de pouvoir passer tour à tour d'une logique nationale à une logique supranationale. Donc je crois qu'on peut avoir la même logique. Et je crois que quand on parle de la pandémie, ce qui est quand même frappant, c'est l'absence complète de l'Europe. L'absence complète de l'Europe, c'est-à-dire que tout s'est passé comme si, au fond, le virus ne pouvait pas traverser les frontières, il suffisait de fermer les frontières pour que ça ne circule pas. Donc je crois qu'il y a là quelque chose à penser pour nous, c'est qu'il ne suffira pas de penser à l'échelle nationale, il faut aller et venir entre des échelles différentes. Et je crois que l'idée n'est pas de dire finalement la nation, elle peut être de gauche, mais de dire regardons ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, la nation, elle n'est pas utilisée en même temps que le supranationalisme par les logiques à la fois néolibérales et xénophobes? Moi, c'est ce que je constate en regardant, par exemple, combien les attaques néofascistes et les attaques de l'extrême droite, plus généralement contre le genre, par exemple, eh bien, ces attaques, elles sont internationales. Donc, en fait, je crois qu'on a intérêt à penser à ces différentes échelles à la fois, quels que soient les sujets. On ne peut pas se contenter de penser avec ces alternatives qui, me semble-t-il, ne rendent pas compte de la réalité politique dans laquelle nous vivons.
Catherine? Très rapidement, tout à l'heure Eric a dit la politique ça aide à ouvrir des perspectives, donc la politique et ses mots, et Thomas disait le souverainisme finalement populaire ça peut être l'équivalent de la démocratie. Alors parlons de la démocratie. Pourquoi utiliser ce mot dont on sait le sens qu'il a pris, le sens commun qu'il a pris, qui aujourd'hui parle de toute autre chose que de la souveraineté populaire, mais parle de la souveraineté nationale. Donc je pense que la référence au souverainisme introduit de la confusion et du clivage. C'est ce que j'ai dit. Donc je le confirme. Voilà, ce que je veux dire, c'est ça introduit ça introduit contre le souverainisme parce que ça pour la souveraineté populaire. Non, mais moi ce que je dis c'est que souveraineté populaire, parler de souveraineté populaire quand on a un mot qui est clair pour tous, qui est celui de la démocratie, je pense qu'il vaut mieux employer le mot qui est clair, qui est celui de démocratie. Quand on emploie la souveraineté au sens de souveraineté populaire, nous on se rassure, mais en fait, en face de nous, personne n'entend le mot souveraineté populaire. Tout le monde comprend la souveraineté au sens de la souveraineté nationale. Personne ne croit aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, qu'on parle de souveraineté populaire. Il n'y a que dans un tout petit cercle très attaché à l'histoire de la Révolution française qu'on met ce mot-là. Je peux faire partie de ce cercle-là, mais je sais bien que le commun des mortels qui vit avec moi n'entend pas ce terme-là. Donc utilisons le mot qui convient, c'est-à-dire le mot de démocratie. La deuxième chose que je veux dire, c'est que la question des frontières, à mon avis, enfin très sincèrement, je pense qu'elle devient absolument obsolète pour penser le temps. Alors tout à l'heure, tu disais peut-être qu'il faut refermer les frontières pour la pandémie si elle nous menace, mais on voit bien que c'est ridicule. Ce qu'il faut, c'est confiner à l'endroit où il y a, d'abord on confine quand on n'a pas d'autre solution. C'est quand même une solution totalement archaïque, le confinement. Et deuxièmement, ce n'est pas un problème de frontières, c'est un problème de lieu de la pandémie, de lieu où se trouve le virus. Et le virus, il n'est pas délimité par la frontière. Donc je pense que la frontière nationale ne nous aide pas à penser. Et alors, j'avoue, on l'a écrit avec Pierre dans l'introduction, qu'on trouvait que la gauche, elle était créatrice et elle ne manquait pas de nous surprendre, de ressortir cette idée que c'était le temps de la souveraineté au moment où il y a une pandémie mondiale, au moment où les questions sont écologiques mondiales, au moment où les enjeux sont numériques qui sont des questions mondiales, et même, je dirais, d'une façon idéologique, au moment où les grandes questions idéologiques qui nous traversent sont des questions mondiales. Ce dont on parle, là, c'est des questions qui se jouent à l'échelle internationale et mondiale. Donc, moi, je pense que ça brouille notre compréhension et ça nous divise. C'est-à-dire que ça ne nous permet pas de comprendre notre temps et ça nous fracture. On va le voir sans doute après. Et dernier petit point, pour répondre à Laurence, et parce que ça dira plus clairement, j'étais pas chaude dans ma première intervention, c'est que tu dis ça cache ou ça masque la question sociale. Moi, ce que je pense, c'est que l'autre problème, c'est que la question sociale n'est pas formulée. C'est-à-dire que la question sociale, encore une fois, ce que nous savons dire de la question sociale, c'est les inégalités de revenus et d'argent. Or que la question sociale, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est à ça que la gauche, aujourd'hui, ne sait pas répondre et qu'elle est dans son incapacité à comprendre les enjeux de la pandémie dans toutes ses dimensions. Autre sujet qui fait l'objet de vifs débats au sein de l'actualité, c'est la question du travail et de la production. Les Français ont accepté qu'on réduise leur liberté au nom de la crise sanitaire. Ils semblent également prêts à accepter l'offre d'Emmanuel Macron de travailler et produire davantage. À gauche, on peine à opposer un autre discours. Alors, est-ce qu'il faut accepter que tout le monde doive participer à l'effort collectif pour remonter la pente? Laurence? Non, surtout pas. Ça devrait même faire front au sein de la gauche. C'est vraiment quelque chose qui devrait absolument nous réunir, cette question du travail, la réduction du temps de travail. Là aussi, si on veut redonner un petit peu d'épaisseur historique, ça a quand même toujours été normalement un combat fédérateur à gauche. Donc non, il faut faire front là-dessus, il faut rappeler ce que c'est le travail, il faut être extrêmement vigilant. Alors là, je prends le cas de l'éducation nationale, mais c'est valable sans doute dans plein d'autres secteurs. Extrêmement vigilant sur ce qui se profile aujourd'hui autour du télétravail. On voit déjà pointer des discours en mode « je n'invente rien », oh mais ça c'est bien le télétravail parce que comme ça quand il y aura des grèves dans les transports, on pourra ne pas interrompre le travail, tout le monde pourra travailler chez soi. Bah bien sûr, et puis quand on se casse un bras ou quand on se casse une jambe, on pourra aussi travailler chez soi, etc. Donc on voit bien comment cette question du télétravail en fait va progressivement devenir un prétexte
pour allonger le temps de travail, et on n'a pas suffisamment d'enquêtes aujourd'hui sociologiques justement, mais elles sont en cours, sur ce que ça a produit justement dans les familles et chez les travailleurs, tout simplement, ces conditions de télétravail. C'est quand même des journées ininterrompues, c'est des journées qui commencent beaucoup plus tôt et qui se terminent beaucoup plus tard, c'est des journées au cours desquelles les gens ne se permettent même pas de pause déjeuner. C'est des journées où tout à chacun est joignable n'importe quand par un patron, à n'importe quelle minute, parce qu'il est derrière son écran. Donc je veux dire, là, on se dirige vraiment vers une société du contrôle et de l'inflation du temps de travail à travers justement cette espèce de valorisation un peu magique de l'outil numérique qui me semble extrêmement pernicieuse. Donc non, deux choses, refuser vraiment, mais à tout prix, ce nouvel effort de guerre, tel que ça nous est présenté. On a vraiment l'impression que l'économie de guerre arrive, donc il va falloir tous s'y mettre. Refuser ça à tout prix, et alors vraiment tisser des nouvelles solidarités entre travailleurs autour, là aussi, de ce refus absolu de ce nouvel idéal de travailler chez soi. Catherine, le passage aux 32 heures, ça suffit pour avoir un discours sur ce nouveau monde justement qui arrive? Moi, je rejoins assez ce que vient de dire Laurence. La question du temps de travail et de la réduction du temps de travail fut, dans les combats de la gauche, une mesure qui n'était pas une mesure justement, c'était emblématique d'une conception de la société. Et le problème, c'est que là, on a tendance, je trouve, moi je suis très très critique en ce moment, la gauche me sort par le trou, je veux dire. Et donc même ça, je ne lui donne pas grâce, parce que on cherche des mesures pour contrer la montée du chômage, alors que ce qu'il nous faut faire, c'est proposer une autre vision de société. Dedans, il y a la question du temps, et dans la question du temps, il y a celui du travail, et puis les autres temps des autres temps de la vie en tant que processus de la naissance à la mort, et puis dans la vie quotidienne. Mais donc moi, ce que je pense, c'est que l'enjeu de la réduction de temps de travail doit redevenir un point de vue global qui doit s'articuler avec une vision non consumériste, plus écologiste, qui remet des nouvelles hiérarchies, qui conteste les hiérarchies actuelles. Et c'est dans ce sens-là que ça peut avoir du sens de contester le discours de Macron de travailler plus pour payer la dette qu'on a accumulée. Et encore une fois, à mon avis, la défaillance de la gauche, c'est quand Macron a dit on va sauver des vies coûte que coûte. Nous n'avons pas discuté cette phrase. C'est-à-dire que là, on a accepté cette idée, alors comme si on pouvait séparer le social et l'économique. On accepte cette distinction du social et de l'économique qui me semble être absolument délétère pour nous, parce qu'on ne propose pas du coup une autre organisation sociale et on ne discute que de la répartition du temps et de l'argent. Éric, tu es d'accord avec cette impensée de la gauche pour essayer de trouver une alternative au discours de Macron sur le travailler et de produire davantage? Je pense que, en particulier, effectivement, la question du chômage est quand même centrale. Dire que tout le monde doit travailler plus n'a pas de sens dans une société où il y a une partie des gens qui travaillent trop et une partie des gens qui travaillent pas assez. Donc en fait, on a l'impression qu'on ne se place pas du point de vue de la société, c'est-à-dire quel est l'intérêt de la société. Parce que si on se plaçait du point de vue de l'intérêt de la société, eh bien, il me semble qu'il serait évident qu'il vaut mieux payer des gens à travailler moins plutôt que de payer certains à travailler trop et d'autres en allocation chômage. Ça, c'est si on se place du point de vue de la société. Mais alors, comment se fait-il qu'on nous dise travailler plus ? Avant, on nous disait travailler plus pour gagner plus. Maintenant, on laisse tomber la deuxième partie et c'est seulement travailler plus. Ça veut dire qu'on se place du point de vue de l'employeur. Du point de vue de l'employeur, effectivement, il est plus rentable d'avoir le même nombre de personnes qui fournissent plus de travail. Alors bien sûr, il y a un élément complémentaire, c'est le fait qu'une partie de l'emploi, il est garanti par des gens qui ne sont pas payés à travers des stages, etc., ou bien qui sont sous-payés, tous les précaires qu'on a, y compris dans l'université. Donc, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que toute cette discussion, elle fait l'impasse sur la réalité du marché du travail, parce qu'elle se place non pas du point de vue du marché du travail, ça c'est un enjeu d'intérêt national, mais elle se place du point de vue de l'employeur, et du point de vue de l'employeur, il
il vaut mieux soit ne pas payer les gens, soit, au contraire, si on les paye, les faire travailler le plus possible. Donc ça dit clairement les choses. Est-ce qu'on veut se placer du point de vue de l'employeur? On peut comprendre que la droite le fasse. On a du mal à comprendre pourquoi la gauche ne se poserait pas de questions. Merci Eric. Thomas, sur ce débat, travailler, produire davantage. Oui, moi je voudrais essayer de reconnecter justement les trois premières questions. Il y a ce beau livre de Dostoïevski qui s'appelle Les possédés. Nous on vit à une époque où c'est les dépossédés. Si on prend la séquence qu'on est en train de vivre, je pense que le comité Adama ou Cédric Chouviat, ils disent on a été dépossédés du droit à la justice. Si on prend les Gilets jaunes, ils nous disent voilà, on a été dépossédés de la démocratie. Et si on prend les travailleurs, beaucoup disent on a été dépossédés de l'outil de production par le dumping social, par les délocalisations. Et donc, moi ce qui m'intéresse actuellement, c'est d'essayer de ne pas fracturer justement les luttes, et d'essayer de se dire, est-ce qu'on peut retrouver justement, je crois que c'est toi qui parlais de projet de société, donc d'avoir une conception du monde où il y a une chose qui unit tout ça. Et donc, cette chose-là, c'est la question du pouvoir, du kratos. C'est vrai qu'on vit une séquence où souvent, dans la demande de démocratie, on articule beaucoup plus sur le démos, donc le peuple, que le kratos, le pouvoir. Moi, je crois qu'on était dans un moment où il y avait une demande de peuple, et maintenant, on est surtout dans une demande de pouvoir. Et c'est là où je crois que notre débat il est intéressant, parce que, tu vois, par exemple, lors du Brexit, le grand slogan incroyable, c'est que tout le monde a vu le film, etc., c'est ce « take back control ». Quand Cummings, il arrive et il dit en fait en un slogan, on va gagner, c'est ça. Ils disent qu'est-ce que veulent les gens, les classes populaires, il va dans les pubs, il va dans les bars, il entend les gens, ils ont l'impression d'être dépossédés par l'Europe, par la finance, par les lobbies. On pourrait discuter de chaque élément. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fantasmagorique? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les classes populaires, d'où je viens. Eux, ils se disent je suis dépossédé. Donc, comment on reprend les choses et ce fameux take back control? Donc, moi, mais je prends à cœur vos remarques. Moi, mon point de vue pour l'instant, c'est de dire, les mots pour le dire en français, c'est la souveraineté. Parce que le 17 juin 1789, voilà, le tiers-État dit, en fait, la souveraineté n'appartient plus au roi, elle appartient à la nation. Mais j'entends ton argument de dire, oui, mais comment sonne souveraineté maintenant? Et si on faisait un sondage et que je voyais que, en fait, pour l'ensemble de nos concitoyens, souveraineté finirait par un effet boule de neige d'amener au souverainisme et à la négativité, je le mets de côté, parce que j'ai pas de fétichisme sur un mot. Et si je suis convaincu comme toi que c'est démocratie qui marche davantage, voilà. Mais réfléchissons bien. Évidemment, il y a une pente périlleuse avec la souveraineté, qu'est le souverainisme, qui est sa version corrompue. Mais la démocratie, c'est la même chose. On a l'hypercentre qui, depuis 40 ans, nous parle de démocratie. Je veux dire, voilà, Emmanuel Macron et En Marche sont un parti, un mouvement qui est arrivé avec cette idée de renouveler la démocratie au niveau national, mais même au niveau des partis. Donc on pourrait dire que ce mot est tout aussi souillé, tout aussi entaché. Donc c'est vrai que t'as raison, Laurent, l'important c'est pas de se piquer de bons mots, c'est de trouver les réponses aux problèmes matériels et réels. Donc voilà ce que je pense que je voulais dire, mais en tout cas je suis extrêmement préoccupé par ce sentiment que dans les classes populaires, ils ont vraiment l'impression que tout leur a glissé des mains, tout leur a glissé des doigts depuis 40 ans. Et ma réponse, mais je pense que Catherine tu la connais, c'est que j'ai l'impression que s'il n'y a pas une réponse théorique de dire nous allons vous redonner le pouvoir, avec les valeurs internationalistes, humanistes, antiracistes, il y a un autre parti qui lui dit nous en fait on va vous redonner le pouvoir. Et lui, il y va gaiement sur le terrain déserté de la souveraineté et c'est le Front National. Donc je pose ces questions. Oui, mais moi je trouve que c'est pas du tout étonnant qu'on en discute actuellement, puisqu'en fait il y a et la question de la souveraineté et la question de l'État qui sont venues en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une exaltation de enfin l'État qui reprend, qui a la main et qui est capable de confiner. De fait, on a vu une puissance de l'État absolument insoupçonnée. Moi, je n'aurais jamais cru que c'était possible. Et en même temps que ça s'est produit, au même moment où on a vu des choses absolument hallucinantes sur l'écroulement de notre État. Et où finalement la société, je parle des habitants de notre pays, on se sont montrés finalement plus forts, plus costauds que notre État, qui était incapable de nous protéger, même d'avoir des masques, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même les gens qui ont cousu des masques chez eux
plus que la capacité de l'État. C'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement de l'administration et du politique qui a menti et l'administration qui a failli. Donc, moi, j'entends bien ce que tu dis sur la démocratie qui peut tourner à vide. Moi, ce que je pense, c'est que c'est probablement pas ni souveraineté ni démocratie, mais qu'il faut les enrichir de la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, et ce que disait Éric, c'est-à-dire que la question du temps, si elle est désarticulée de la question de la liberté, par exemple, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il faut remplir ces mots d'un projet politique qui aujourd'hui n'existe plus. Nous n'avons rien d'autre, nous n'avons pas grand-chose à raconter, et donc on parle du pouvoir, de la démocratie, de la souveraineté, alors qu'en fait ce qu'il faut c'est qu'on dise pourquoi on est ensemble et qu'est-ce qu'on vise à faire ensemble. On voit bien qu'il y a un débat, il y a un sujet autour de la question de la souveraineté, et Laurence, je sens que tu avais envie de rebondir là-dessus, mais alors que j'avais posé une question sur la question du travail et de la production, mais j'entends bien qu'on rebondit sur des sujets qui va être un sujet, la question de la souveraineté à mon avis pour les mois et les années à venir, et sans doute on refera des débats précisément là-dessus, mais quand même un autre débat d'actualité qui traverse la société, qui traverse la gauche, c'est son rapport à l'histoire, et à l'histoire coloniale en particulier. C'est tout ce qu'on entend dans le débat public autour des notions, des termes de privilèges blancs. D'autres vont accuser une partie de la gauche de séparatisme, cette même gauche qui parle de racisme d'État. Une partie de la gauche est d'ailleurs accusée d'anti-républicanisme. Éric, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que finalement, il ne faut pas assumer d'être anti-républicain quand les institutions de la République sont finalement défaillantes? Je crois qu'il y a un choix stratégique qui peut être fait. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent dire si la République c'est ça, je la rejette. Mais c'est pas ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi, je suis plutôt frappé par le fait que le 13 juin, eh bien, la manifestation s'est mise à chanter la Marseillaise et en disant on est chez nous. Autrement dit, retournait, et ça renvoie peut-être à la discussion qu'on avait tout à l'heure, mais retournait des symboles, des signifiants, pour essayer de s'approprier, pour dire on a notre place dans cette nation. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait aussi Assa Traoré qui dit on est tous juifs, on est tous musulmans, on est tous chrétiens, on est tous français. Donc il y a une cohérence là-dessus qui n'a rien à voir avec un discours anti-républicain, c'est au contraire un discours hyper républicain. Et qu'est-ce que ça fait ressortir? Et ça, à mon avis, ça a une valeur stratégique importante. Ça fait ressortir qu'aujourd'hui, ceux qui parlent de République, c'est très souvent des gens d'extrême droite. Ça va être Marine Le Pen qui va invoquer la République, ça va être Valeurs Actuelles, etc. Et en même temps, quand on parle de République, ça peut être pour dire, comme le président de la République, dans un état de droit, on ne doit pas parler de violence policière. Autrement dit, invoquer la logique de l'état de droit contre les droits. Je crois que c'est ça qui est en train de rendre tout le discours républicain de droite et d'extrême droite complètement absurde. On se rend bien compte que d'un côté, il y a des gens qui sont mobilisés place de la République et qui parlent d'égalité, qui parlent de justice, qui parlent de vérité, autrement dit, qui tiennent un discours universaliste. Et qu'en face, il y a des gens qui mécaniquement continuent de répéter que tout ça c'est du communautarisme, du séparatisme, du sécessionnisme, etc. Il y a un tel décalage entre la réalité de la mobilisation antiraciste actuelle et le fait qu'en face, il y a des gens qui continuent de se réclamer la République, mais pour refuser l'égalité, qu'on est amené à constater que finalement, le héros de la gauche aujourd'hui, c'est Jacques Toubon. C'est le défenseur des droits qui est un ancien ministre chiracien et qui finalement est le seul qui tienne un discours républicain. Et ce discours républicain, précisément, aujourd'hui, quand on est de gauche, on s'y rallie parce que c'est un langage des droits. Le défenseur des droits, aujourd'hui, il tient un discours que quand on est de gauche, on devrait tenir. Donc, bien sûr, on peut choisir de se dire « je suis contre la République » puisque la République, c'est la République coloniale dans le passé et c'est une République qui, en quelque sorte, ferme les yeux, voire encourage les violences policières en interdisant de les nommer. Oui, on peut se dire ça. Mais il me semble que c'est pas ça qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est au contraire que cette espèce de front républicain qui va d'une partie de la gauche à l'extrême droite, eh bien, il n'apparaît plus très républicain. Parce que ce front républicain, il n'était pas censé se faire avec l'extrême droite.
Et donc, au contraire, le discours républicain aujourd'hui, on peut avoir l'impression que c'est simplement le discours tenu par Assa Traoré. Okay. Je voulais juste, Eric, te poser une question, parce que ce que tu racontes, on a l'impression qu'on est en 83, quand il y a la marche pour l'égalité, qui devient la marche des beurs, appelée ainsi par le Parti Socialiste. Comment on s'en sort de ce cercle infernal? Parce qu'au fond, l'histoire que tu racontes, elle a déjà eu lieu, et on ne sait pas en sortir. Je crois qu'effectivement, il y a un sentiment de déjà-vu pour beaucoup de gens. Et donc, il y a aussi une transmission de génération à génération. Comment faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs? Il y a quelque chose en ce moment qui nous protège relativement, c'est que ce mouvement social, manifestement, les partis politiques ne se battent pas trop pour le récupérer. Ce qui n'était pas le cas au début des années 80, avec le Parti Socialiste qui allait créer SOS Racisme pour récupérer donc ce mouvement social. Donc je crois que là, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que en ce moment, on a le sentiment que l'antiracisme est renouvelé parce qu'il est articulé à toutes sortes de questions, des questions de classe. Puisque très clairement, on n'est pas simplement en train de parler de couleur de peau, on est aussi en train de parler des banlieues. Et il est articulé aussi à les questions de genre, c'est-à-dire, on sait bien que ce sont les jeunes hommes noirs ou arabes qui sont 20 fois plus contrôlés que les autres. Et ça, on le sait grâce à une enquête sur 5000 personnes qui a été menée à l'instigation du défenseur des droits. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus fermer les yeux sur tout ça, mais que c'est du côté de la société que ça se passe. C'est pas du côté des pouvoirs publics. Donc il y a un écart terrible entre les discours publics où on continue de répéter les mêmes mots vides de sens et des pratiques militantes. La seule question qui va se poser, c'est de savoir est-ce que la politique peut continuer en quelque sorte on se représente souvent les canards qui courent en ayant perdu leur tête. Là, ce serait juste la tête du canard qui continue de courir. Donc, est-ce que la politique, ça peut continuer d'être cela? Laurence? Oui, moi je voudrais rebondir justement et à la fois poursuivre notre débat de tout à l'heure avec cette question des mots. Je pense que la gauche faillit à reprendre les mots qui sont les mots du pouvoir et qui sont les mots de la contre-démocratie. Par exemple, le mot communautarisme, c'est le rôle de la gauche de dire « je ne veux pas ce mot ». Ce mot ne veut rien dire. Il n'y a pas aujourd'hui de risque communautariste, tout comme il n'y en avait pas d'ailleurs en 89 lorsque le mot est apparu dans le débat public. Le mot est apparu pour criminaliser les premières mobilisations, enfin c'était pas les premières, mais justement des mobilisations qui étaient des mobilisations de nature antiraciste. Donc ce mot-là est un mot qui est devenu un cache-sexe pour ne pas penser justement les réponses à apporter aux demandes de l'antiracisme politique. Idem pour indigéniste, quand on voit des gens de gauche qui reprennent ce concept d'indigéniste, là aussi ça va pas. L'indigénisme, c'est aussi un concept complètement, un néologisme complètement inventé, tiré justement du Parti des indigènes de la République, c'est-à-dire quand même quelques individus aujourd'hui dans le débat politique, qui comptent certes, qui ont posé des questions importantes dont il faut s'emparer, mais aujourd'hui indigénisme est devenu là aussi une manière de disqualifier n'importe quel mouvement à partir du moment où il est porté par des minorités et en particulier par des Noirs ou des Arabes, comme le disait Eric. On ne débat pas sur la question de l'indigénisme, on ne dit pas ça s'appelle l'indigénisme, on dit je refuse ce mot-là. Et de la même manière, et pourquoi je dis ça? Parce que on voit bien aujourd'hui qu'une partie de la gauche s'en prend aux mots pour refuser d'agir. Par exemple, quand Ruffin dit « je ne veux pas signer » ou « je ne veux pas aller à une manifestation contre l'islamophobie », c'est parce que islamophobie, je ne suis pas super au clair avec ce concept, et puis moi, dès qu'il y a du religieux, etc. Et hop, on va se mettre à nouveau à publier des tribunes à n'en plus finir sur qu'est-ce que c'est que l'islamophobie, alors qu'au fond, on sait bien que ce qui est en jeu, c'est quand même un racisme anti-musulman. Donc vraiment, je crois que c'est aussi le devoir de la gauche de refuser un certain nombre de catégories de pensée, de catégories et de vocabulaire, de mots qui sont construits pour éviter justement de réfléchir aux luttes elles-mêmes. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose maintenant, pour répondre aussi
à Catherine et à Éric sur la similitude entre le mouvement de 83 et celui d'aujourd'hui. Effectivement, il y a des similitudes qui sont très très claires. La marche pour l'égalité contre le racisme, elle est née aussi des crimes policiers, elle est née aussi des violences policières dans les quartiers populaires. C'est à un moment donné des jeunes héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale qui décident de demander leur droit à être français autant que les autres. C'est des mères qui défilent avec eux, c'est leurs mères, c'est vraiment des gens qui sortent de leur territoire. On parlait de territoire et d'échelle tout à l'heure, mais c'est des gens qui sortent des territoires dans lesquels ils étaient relégués et qui vont se montrer comme revendiquant une égalité des droits. Et de ce point de vue-là, ce que fait effectivement le comité Adama et ceux qui le rejoignent est assez similaire. Ça part exactement des mêmes idées, c'est le même type de revendication. Maintenant, ils ont quelque chose, eux, que la marche de 83 n'avait pas, c'est qu'ils ont l'expérience de la marche de 83. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ils ont avec eux, en fait, des gens qui sont les porteurs de cette mémoire et de cette histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ce que font les gens du comité Adama, c'est qu'ils remettent dans l'espace public une mémoire qui avait été invisibilisée, qui est celle des luttes pour l'immigration. Et là, véritablement, c'est quelque chose qui est, à mon sens, tout à fait inédit, cette façon qu'ils ont de mobiliser l'histoire, pas simplement l'histoire coloniale, on y reviendra peut-être, mais c'est pas simplement l'histoire coloniale qu'ils mobilisent. D'ailleurs, finalement, assez peu. Ils disent, bon, il y a des héritages coloniaux dans les procédures de discrimination aujourd'hui, et ils ont raison. Mais ce qu'ils mobilisent surtout, c'est l'histoire des luttes pour l'immigration. Et ça, c'est nouveau. Et c'est-à-dire qu'en fait, tous ces 40 ans-là, entre 83 et aujourd'hui, sont 40 ans d'invisibilisation d'une histoire qui, elle, pour le coup, n'est vraiment pas dans les manuels scolaires. Je dis rarement ça parce que j'aime pas quand on dit il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais là, celle-ci, elle n'y est pas. L'histoire de l'immigration, elle n'y est pas. Et surtout, l'histoire des luttes pour l'immigration, elle n'y est pas non plus. Et c'est cette histoire-là qui mobilise. Et c'est hyper intéressant parce que c'est une histoire qui, elle, n'a jamais cessé de circuler dans ces territoires, justement. Et ils la font revivre. Et ils disent, nous sommes les porteurs de cette histoire-là. Et je pense que ça les immunise complètement contre toute forme de revendication. Et on parlait du 13 juin, mais quelques jours avant, je ne sais plus, ça devait être le 10, il y a quand même eu ce flop lancé par SOS Racisme, donc les anciens récupérateurs du mouvement de 83, mais je dis flop, et en même temps, des représentants de la gauche dont nous sommes en train de parler sont allés à celle-ci, et certains ne sont pas allés à l'autre. Donc on voit qu'il y en a qui sont quand même encore complètement hors sujet. Voilà. Thomas, j'imagine que tu fais le constat qu'il y a une forme de déni à gauche sur ce sujet-là. Pourquoi il y a de telles tensions à gauche sur ce sujet, sur cette manière dont la gauche, ou pas la gauche, la société de manière générale ne veut pas affronter ce débat-là sur l'histoire coloniale? Oui, moi je pense qu'effectivement, commençons sur la question du mot République, de l'attachement. Moi je comprends qu'on n'aime pas la République, je comprends qu'on la mette à distance. Là on parle des violences policières avec l'atrocité qu'on a vue. Dans les années 90, il y avait un texte d'un groupe de rap qui s'appelait Assassin, qui disait l'État assassine. Et c'est les mêmes phrases, on pourrait les plaquer aujourd'hui. Ça parlait à la fois des États-Unis avec Rodney King, donc là ça serait Floyd, et puis à la fois Malik Oussekine chez nous. Donc lorsqu'on a l'impression qu'effectivement les éléments de la République sont défaillants, voire pire, sont hostiles à nous, on ne va pas l'aimer, c'est un principe de réalité. Maintenant, pour répondre à votre question, moi je pense que l'erreur qu'on fait, c'est que on veut essentialiser la République. Et donc dans les deux camps, il y a d'abord un camp qui l'essentialise positivement, avec une idée, la République elle est parfaite, elle est immaculée. Donc ça c'est effectivement, Laurence de Coq l'a beaucoup étudié, c'était un discours de la Troisième République qui n'est pas satisfaisant parce que évidemment, voilà, il y a quelque chose de forcé à aimer la République, alors que bon, Robespierre le disait déjà, pour aimer la République il faut la rendre aimable. Et de l'autre côté, il y a une essentialisation négative qui voudrait faire de la République la cause de tous les maux. Moi, je pense qu'il faut décentrer et cesser de voir la République comme un idéal et plutôt la voir comme un combat ou une praxis, pour parler en langage marxiste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, dans la République, je crois que la grande erreur qu'on a fait, c'est pour ça qu'avec Jacques de Saint-Victor, on a écrit un livre pour montrer qu'il fallait cesser de penser la République de façon unidimensionnelle.
On s'est trompé, même le grand historien que je respecte et qui a fait un livre colossal qui s'appelle L'idée républicaine, il l'a un peu pensé de façon monolithique. En fait, il y a des sensibilités républicaines, libérales, conservatrices, plébéiennes, jacobines, et depuis 200 ans, en fait, on combat à l'intérieur de la République. Et en fait, aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord avec Éric Fassin, j'ai lu une de ses tribunes et j'ai dit à peu près la même chose dans un papier sur l'universalisme, c'est qu'en fait, il y a plusieurs options sur la table de la République. Pour le dire très rapidement, on peut dire un républicanisme révolutionnaire, émancipateur, libérateur, et un républicanisme bourgeois, conservateur. Petit exemple, les travaux de Sylviane Larcher, par exemple, ont montré que dans la révolution de Saint-Domingue, en 1793-1794, on se libère de l'esclavage au nom de vive la liberté, vive la République. Ça veut dire que ça a un sens. Hein. Et par contre, donc on a même Marx qui va se réclamer de la République pendant longtemps. Et pourquoi Marx il va cesser d'aimer la République? Parce que les deux moments de son vivant où il va voir une révolution qui tente d'imposer la République démocratique et sociale, on lui met un épithète quand on est marxiste, c'est 1848 et 1870. Et les deux fois, le prolétariat est vaincu. Juin 1848 et puis Commune que tout le monde connaît. Donc à partir de ce moment-là, je comprends l'idée, en fait il y a une ruse de l'histoire, le républicanisme est récupéré par Thiers et les conservateurs à chaque fois. Aujourd'hui, ce qui se joue pour nous, c'est de savoir, en effet, je suis très marqué, et je tiens à le dire ici, parce que je l'ai dit dans des textes, qu'en effet, le comité Adama, loin d'être, je ne sais pas les mots, effectivement, qu'on les qualifie négativement, parle de justice, demande la justice, chante la Marseillaise. Enfin, si les gens ne se rendent pas compte que là, il y a une ouverture pour refaire un républicanisme révolutionnaire, digne de ce nom, bah, effectivement, tout est perdu. Mais là, on revient à la question des mots. Peut-être qu'effectivement l'histoire va encore se jouer contre nous, que le conservatisme et la bourgeoisie va prendre à nouveau les mots du républicanisme et que nous serons tous balayés. Ça, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas balayer, enfin du moins rejeter. Catherine. Oui, ce qui est marrant dans ce que tu viens de dire, Thomas, c'est que justement, la République, en fait, c'est un mot qui n'est pas suffisant, c'est-à-dire que dedans il va falloir discuter de ce que l'on veut y mettre et que moi je voulais juste dire un mot, c'est que ce qui me frappe c'est qu'on était tous les quatre réunis pour discuter de la gauche et en fait on a l'impression que ce qui peut sauver la gauche c'est tout sauf la gauche instituée quoi. C'est vraiment, enfin, ce qu'a dit Eric et ce que tu as dit Laurence, en fait, c'est que ce sont des mémoires et des luttes qui échappent et qui se coupent et que la chance de ce mouvement, ce serait que précisément les partis politiques ne voudraient pas le récupérer. Comment vous dire? J'ai l'impression que on est parti dans un moment de reconstruction, de refondation tellement profond que je sais pas, ça me rend perplexe. La situation à l'italienne est donc là. C'est-à-dire que notre gauche a disparu et qu'il n'existe plus debout que les macronistes et l'extrême droite. Je sais pas. Je dis pas que je ne le pense pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne le souhaite pas. Justement, bonne transition pour le mot de la fin. Conclusion, chacun d'entre vous, 1 minute pour répondre à la question. Une question qui est facile, évidemment, vous l'imaginez bien. Vous êtes optimiste, justement, sur la capacité de la gauche à s'imposer ou à faire émerger un projet qui soit un projet de transformation dans le débat public. Un sondage, justement, Catherine l'évoquait à demi-mot, mais elle évoquait cette semaine un total gauche à 23% si la présidentielle devait avoir lieu demain. Ça ne va pas être suffisant pour répondre et pour rompre le match Macron-Le Pen. Allez, Thomas. Oui, moi je l'ai un peu dit tout à l'heure, je pense qu'il faut repenser ce qu'on disait en allemand, une Weltanschauung, c'est-à-dire une conception du monde et pas seulement plusieurs luttes. Pour le dire très rapidement, la crise que nous vivons, c'est la crise de cette capacité à avoir un mythe mobilisateur. Au début, il y a 200 ans, quand la gauche se crée, elle a un mythe, c'est la nation contre la monarchie. Au nom de la nation, on va mettre à bas les privilèges et la monarchie. Ensuite, elle va avoir un deuxième mythe, c'est la classe. Grâce à la lutte des classes, on va mettre à bas le capitalisme et la classe bourgeoise. Et en fait, aujourd'hui, je crois qu'on a perdu ça. On n'a plus cette possibilité, en fait, de savoir chacun dans notre espace-temps qu'est-ce qui nous unit tous, au nom de quoi. Il y aurait une possibilité qui, à mon avis, est la question presque indépassable de notre temps, c'est l'écologie.
L'écologie pourrait être effectivement un mythe suffisamment puissant pour qu'on aille tous dedans. Sauf que la question de la conscience de classe dans l'écologie, ça ne fonctionne pas. C'est fracturé parce que l'écologie, dans sa transversalité, ne permet pas, d'un côté, des gens qui ressentent l'écologie. Donc, franchement, on bafoue, on dit écologie populaire, on cherche. Peut-être qu'effectivement, ça a été proposé un peu par des chercheurs comme Charbonnier, mais Ruffin l'avait dit aussi, une écologie en fait conflictuelle. Une écologie qui en fait fracture la table en disant voilà en fait c'est pas le monde des bisounours l'écologie, ça va demander des sacrifices, ça va demander des changements, ça va demander en fait une lutte contre le capitalisme. Peut-être que là en fait grâce à cet antagonisme on va redessiner un projet commun. Laurence, il y a des raisons d'espérer? Alors, si on se place sur le calendrier électoraliste, moi j'ai aucune raison d'espérer, mais ça fait longtemps, donc ça bouleverse pas mon existence. Mais en revanche, je trouve que ces dernières années, effectivement, comme tu disais, ça déborde de partout, et ces derniers mois et ces dernières semaines, ça déborde. Alors effectivement, c'est assez vertigineux, on peut se demander ce que ça va donner, mais malgré tout, on a une espèce de regain de l'idéal anticapitaliste, de la résistance, des actions, des luttes, et puis de la jeunesse malgré tout, quoi. On peut pas dire que on est aujourd'hui une jeunesse complètement léthargique, hein, si on la regarde à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs à l'échelle transnationale, hein, on a une jeunesse quand même qui est en colère, quoi. Et ça, je trouve ça plutôt réjouissant, avec plein d'idéaux d'égalité. On s'en prend plein la gueule aussi, nous, notre génération, la génération enfin la mienne en tout cas, des parents d'ados. On s'en prend plein la gueule aussi sur des fondements politiques, hein, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qu'on a foutu, qu'est-ce que vous avez laissé faire, etc. Et il y a une sorte de, comment dire là, je trouve, de matrice de résistance qui me semble tout à fait réjouissante. Catherine, justement, dans les dernières semaines, les derniers mois, juste avant le début du confinement, on a connu les plus grandes manifestations sur le climat, les plus grandes manifestations contre les violences faites aux femmes. On vient de vivre une des plus grandes manifestations contre les violences policières et contre le racisme. C'est là-dessus qu'il faut espérer? Ah bah oui, moi j'allais dire que j'ai vécu de façon extrêmement pessimiste le mouvement des Gilets jaunes. Je vais le dire ici en présence de Laurence, ne m'en voudrez pas. Parce que ce que je trouvais que ça faisait ressortir, c'était certes une partie d'un monde populaire qui prenait la parole et qu'on n'entendait plus, et ça c'était extrêmement réjouissant, mais ce que moi j'ai mal ressenti, c'est l'éclatement absolu du monde populaire et dont nous ne nous rendions pas compte. C'est-à-dire que nous pensions que le mouvement des Gilets jaunes suffisait par lui-même à réunifier ce monde populaire totalement éclaté, et alors que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre la réalité du monde populaire qui habite les grandes banlieues des métropoles et les familles ouvrières du centre de la France ou des territoires qui se désindustrialisent et aussi d'ailleurs se désurbanisent. Donc ce que moi je ressentais dans cette période du mouvement des Gilets jaunes, c'est une nouvelle voie qui émerge, mais une atomisation du monde populaire avec rien qui réunit. Des réalités sur tous les terrains, de l'emploi, de la richesse, du déplacement, du logement, enfin toutes ces questions fondamentales de comment on mange, tout ça, du temps, tout ça n'avait plus rien à voir. Tout le monde vivait de manière totalement explosée et n'arrivait pas à se recoudre. Et d'ailleurs, on a vu des gens essayer de utiliser des ronds-points dans les banlieues, ça n'a absolument pas pris. Ce que je veux dire, c'est que les réalités, elles étaient trop éloignées. Et moi, je rejoins un peu ce que vous avez dit tous les deux. J'ai l'impression que cet état d'éclatement absolu du monde, des mondes populaires, peut-être réussi à se recoudre, et peut-être que je rejoins Eric de ce point de vue, sa première intervention, à travers le politique, et probablement que la question écologique est un ressort, à condition d'en faire un enjeu de combat. Certainement. Alors le conflictualiser, moi je le prendrai certainement pas au même sens que Ruffin, mais c'est pas grave, on dira autrement. Mais en tout cas, ça me paraît intéressant, quand on pense qu'en même temps, ça se passe dans un moment où les gens sont hyper informés, cultivés, critiques, résistants, qui se sont pris en main aussi, ce qu'on a pu voir pendant la période de confinement, les solidarités qui sont nées. C'est-à-dire je trouve qu'on a une société super solide et qui peut-être trouver une manière de se reformuler un projet commun au-delà de ces différences concrètes d'existence.
Eric, à toi le mot de la fin. Il y a des raisons d'espérer, tu es optimiste? Je crois que tout le monde aujourd'hui est d'accord sur deux choses. D'une part, le fait que les partis politiques de gauche n'ont pas été à la hauteur, pour le dire plutôt de manière modérée, et d'autre part, sur le fait que en face, eh bien, il y a un bouillonnement de mouvements sociaux depuis quelques années, malgré la répression, malgré les violences policières et malgré aussi le fait de n'être pas porté comme on pourrait le souhaiter par des institutions politiques. Donc il y a cette espèce de grand écart entre la société et les institutions politiques. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent et qui, à mes yeux, sont des gens de gauche, mais qui ne s'identifient pas du tout comme étant de gauche. Pourquoi ? Ils n'ont jamais vu la gauche à leur côté. Je crois que là, il y a quelque chose qui renvoie à ce que nous avons déjà dit à propos d'autres mots, à propos de nation, à propos de république, etc. C'est-à-dire que nous vivons un moment de grande confusion dans le vocabulaire où, pour la plupart des gens, gauche, ça renvoie à quelque chose qui, pour moi, n'a rien à voir avec la gauche. Donc, je crois qu'il se passe là quelque chose autour du vocabulaire auquel il nous faut penser, pas seulement à propos de République, ou à propos de nation, ou à propos de l'État, ou à propos de tous ces termes, mais aussi à propos de la gauche. En fait, la bataille politique aujourd'hui, ça va être de savoir est-ce que les partis politiques vont continuer dans une logique suicidaire de se couper de la population, ou bien est-ce qu'ils vont essayer de travailler davantage à traduire les mouvements sociaux en idéologie politique. Parce que le travail d'un parti politique, c'est de produire de l'idéologie, c'est-à-dire de produire un langage pour décrire le monde. Et si il n'y a pas ce travail pour essayer de faire exister, à partir de ces mouvements sociaux, un clivage politique entre droite et gauche, eh bien, le lent suicide de la gauche des partis risque de continuer. Merci Eric, merci à tous les quatre pour avoir donné du grain à moudre et c'était vraiment très intéressant. Et merci pour votre indulgence, ceux qui nous auront regardés parce que tout ça se fait dans des conditions techniques elle est assez improvisée. Et merci à Pablo Pillo-Vivien qui est derrière la caméra, qui filme, qui prend le son et tout ça. C'est lui qu'il faut engueuler si vous aimez.